Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur cette Agora de l'étudiant. Nous sommes en direct sur le salon. Alors vous l'avez vu, pour ceux qui sont rentrés, cette année la police nationale est à l'honneur avec un stand très important qui est à l'entrée pour faire mieux connaître les différents métiers de la police. Et nous allons évoquer un secteur, une profession, un secteur, un écosystème qui est celui de la cybercriminalité. Avec Nicolas Guidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire divisionnaire en charge justement de la lutte contre la cybercriminalité au sein de l'institution de la police nationale. Peut-être quelques mots sur vous, votre poste aujourd'hui et voilà ce dont vous avez en charge. Très bien. Donc Nicolas Guidou, je suis commissaire divisionnaire, je suis le sous-directeur adjoint de la lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire. Donc mon domaine d'intervention est la lutte contre la cybercriminalité. Alors, il faut toujours faire attention aux termes, parce que lorsqu'on parle de cyber, le terme est souvent assez large. Et donc, je vais juste me permettre de faire un peu le distinguo entre la cyberdéfense, qui concerne des attaques sur le cyberespace, de la guerre informatique sur le cyberespace, la cybersécurité, qui sont toutes les mesures qu'on va prendre pour éviter à titre préventif les attaques informatiques. Et la cybercriminalité, c'est qu'il y a une infraction a été commise, et l'objectif, et ça c'est mon métier depuis 20 ans, c'est d'identifier les auteurs et de les traduire devant la justice afin qu'ils soient condamnés. Très bien. Alors, on le voit dans le distinguo que vous faites, il y a vraiment deux temps. Il y a la prévention qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui est intrusion, attaque cyber. Et puis, il y a l'après qui ressemble complètement à une enquête policière. Il va falloir remonter les flux, comprendre d'où est venue l'attaque. C'est un monde qui est très passionnant, qu'on va découvrir maintenant de l'intérieur. Alors, une fois qu'on a fait ce distinguo, aujourd'hui, on se rend compte, on peut évoquer la cyber, c'est un enjeu aujourd'hui crucial. À plein de niveaux, ça concerne les entreprises, ça concerne les particuliers, ça concerne la société. On a vu des attaques cet été contre des hôpitaux. Donc il y a le champ vraiment maintenant que tout le monde est équipé, le champ il est infini pour la cybercriminalité, d'où l'importance des services comme le vôtre. Oui, alors vous le savez tous, lorsqu'on participe à des salons comme ça, on l'aperçoit à chaque stand, c'est que le monde est numérique. Tout le monde qui nous entoure aujourd'hui est numérique et il ne va pas cesser d'être numérique et il va encore être de plus en plus numérique. On va avoir les objets connectés qui vont encore se développer, on va avoir les villes connectées, on va avoir les voitures connectées. Et tout ça, en termes d'investigation, ça a des conséquences pour nous sur lesquelles il faut qu'on travaille, qu'on se spécifie et qu'on soit à même de faire progresser nos méthodes d'investigation. Alors, la cybersécurité et la cybercriminalité, ce ne sont pas deux domaines qui sont pleinement étanches. Et il y a une porosité entre ces deux branches parce que ce que nous, on découvre à travers nos enquêtes, ça va nourrir aussi et pouvoir nous protéger davantage les entreprises, les particuliers, mais aussi les administrations qui ont été, lors de la période de la crise sanitaire, particulièrement visées par des attaques informatiques. Alors, on va évoquer le volet international juste après, parce que c'est vrai que le numérique a cette particularité que beaucoup d'attaques viennent de l'étranger, on va dire, que ce soit on parle souvent des groupes russes, des groupuscules, des Chinois. Il y a une vraie guerre aujourd'hui, il y a des enjeux stratégiques très forts. Sur le plan aujourd'hui national, concrètement, les domaines que ça touche, vous, la lutte contre la cybercriminalité, ça va être quel champ d'action? C'est les faux papiers, c'est quoi les grands secteurs qu'on va avoir? Alors, là encore, il faut distinguer dans la cybercriminalité deux types de cybercriminalité. La première, de manière assez vulgaire et simpliste, ce sont les cyberattaques. Tout le monde a entendu parler des attaques, alors on parle en français, en rançongiciel. Ce sont des attaques qui vont aller attaquer des systèmes d'information, des entreprises, des administrations et qui vont chiffrer la totalité des données et avec un but purement crapulé d'obtenir le paiement d'une rançon pour pouvoir obtenir les clés de déchiffrement de manière à ce que la victime puisse recouvrer l'ensemble de son système d'information. On a une recrudescence parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde travaille avec le numérique, tout le monde travaille à distance. La crise sanitaire encore a montré avec le télétravail une multiplication des connexions avec les systèmes d'information des entreprises qui fragilisent évidemment les systèmes d'information et qui permettent aux hackers d'avoir une surface d'attaque augmentée. Donc ça, c'est la première branche de la cybercriminalité. La deuxième, c'est l'utilisation d'Internet pour commettre des infractions.
Et aujourd'hui, toute infraction est peu ou prou commise à l'aide d'Internet. Je vous cite juste un exemple. On vole un vélo aujourd'hui, c'est un acte qui n'est pas du tout cyber, et vous allez le mettre, parce que vous allez utiliser le recel, vous allez le mettre sur le bon coin. Et vous allez utiliser Internet pour vendre un vélo volé. Et donc, vous allez avoir une dimension cyber dans une infraction de droit commun. Et là, en revanche, il y a beaucoup d'infractions qui ont un panel extrêmement large, hein, que ce soit les escroqueries, qui constituent quand même une grosse partie des infractions commises par le biais d'Internet. Mais ça va être aussi les discours de haine, ça va être également tout ce qui est le phénomène de sextorsion, ça va être également la diffusion de propos apologétiques du terrorisme. Et on a toute une gamme comme ça. Souvenez-vous sur la crise sanitaire, la vente de masques, la vente de gel hydroalcoolique, qui étaient purement et simplement des escroqueries, la vente de faux passes sanitaires qui étaient offertes sur la toile. On le voit, le champ, ça doit être incroyable, le travail pour vous. Il y a vraiment un panel de choses et de secteurs à surveiller qui est presque infini aujourd'hui. Comment vous procédez en fait à l'intérieur des services? On peut peut-être parler, je sais pas, de l'organisation. Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a au sein de la police nationale, comment vous avez structuré ce service cybercriminalité? Ce service cybercriminalité, donc il a une dimension par essence judiciaire, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Donc mon premier métier, ça va être d'enquêter. Ça, c'est notre métier du quotidien. Moi, je n'ai pas de formation d'ingénieur, je n'ai pas de formation spécifique en matière de cyber. En revanche, c'est une matière qui m'intéresse. Il vaut mieux avoir quand même un peu d'appétence pour pouvoir embrasser, en tout cas, cette matière. Mais en fin de compte, on a un nombre de profils très divers qui viennent nous rejoindre. Donc le premier métier, ça va être d'enquêter. Ça, c'est un travail, il va falloir décrypter. Lorsqu'on utilise Internet, on laisse des traces numériques systématiquement. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir les remonter de manière plus ou moins facile, hein, parce qu'il y a quand même un système d'anonymisation aujourd'hui extrêmement fort, un système de chiffrement où on va utiliser en termes de communication. Et donc il va falloir répondre à toutes ces attentes. Et puis, mon métier, ça va être aussi d'appuyer. C'est-à-dire que quand on va avoir des trafics de stupéfiants, lorsqu'on va avoir des règlements de compte, lorsqu'on va avoir du proxénétisme ou toute autre matière qui relève de la police judiciaire, eh bien, il va y avoir une dimension cyber sur laquelle il va falloir appuyer nos collègues pour pouvoir remonter ces filières et de pouvoir identifier les auteurs. Et la dernière chose, c'est le renseignement, c'est-à-dire qu'on va renseigner à l'extérieur. On va utiliser nos connaissances, le fruit de nos enquêtes, pour pouvoir faciliter l'échange avec les entreprises, avec le monde de l'entreprise, avec les administrations, avec les particuliers. On a une plateforme que nous hébergeons au niveau de la sous-direction, qui est la plateforme Pharos, qui est là pour recevoir l'ensemble des signalements de contenus illicites sur Internet et qui nous permettent de détecter des phénomènes délinquants, criminels, pour pouvoir diligenter des enquêtes ou prendre des mesures administratives pour stopper leur diffusion. Alors, on le voit dans ce que vous évoquez, Nicolas, il y a une collaboration très fine entre des enquêteurs, des gens de terrain et puis des ingénieurs qui sont très technologiques. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe assez serré, cette surveillance et cette veille stratégique numérique qui rassemble les équipes. Et on a ces trois profils différents presque d'enquête, de gens de terrain avec le renseignement et puis de techniciens purs et durs qui vont être à même d'aller voir dans les serveurs, tiens, d'où vient une attaque et qu'est-ce qui se profile, quoi. Alors voilà, il va falloir ce qu'on appelle généralement de provoquer la synergie des compétences. On va avoir des policiers parce que notre but, à nous, en police judiciaire, ça va être de traduire procéduralement les actes et le recueil des différentes preuves qu'on va aller chercher sur la toile ou sur les supports numériques. Mais pour autant, la plupart des policiers n'ont pas de formation d'ingénieur, n'ont pas de formation spécifique. Et donc, on va avoir recours soit à des techniciens de police scientifique, soit à des ingénieurs de police scientifique qui vont passer des concours et qui seront intégrés dans l'administration. Mais on va également avoir recours à des contractuels qui sont des ingénieurs, qui sont des techniciens, qui viennent du monde du privé et qui vont être intégrés dans nos équipes de manière à avoir un panel assez large de connaissances qui va nous permettre de mener à bien nos investigations. Alors on le voit, la cyber dans son ensemble, hein, généralement c'est un monde qui a 10-15 ans à peine, hein, qui se monte un peu en marchant quelque part, on le voit dans les entreprises. Vous, de votre côté aussi, c'est quelque chose que vous structurez, que vous consolidez comme ça au fil des attaques et de l'expérience quelque part, ça se constitue. Comment aujourd'hui vous envisagez justement ce lien avec les entreprises, avec... on n'arrive pas
J'arrive pas à faire ma question. Je vais y répondre. Vous en embêtez pas. J'ai pas besoin de la finir. Vous avez compris où je veux arriver. Le lien avec les entreprises, avec les gens, c'est encore un monde qui est un petit peu à part. Hein, et du coup, où il y a justement de l'anonymat, il y a le RGPD, c'est assez touchy en fait, hein, comme secteur. Oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une entreprise est attaquée, hein, lorsqu'elle fait l'objet d'une attaque informatique, hein, que ce soit pour obtenir une rançon, que ce soit ce qu'on appelle des attaques DDoS, c'est-à-dire qu'on va saturer le système d'information pour empêcher un fonctionnement, ou alors on va vouloir porter atteinte à l'image de la société. Mais lorsque la société n'a plus son système informatique aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Sa priorité, c'est de pouvoir restaurer le système d'information. Et pour cela, il faut faire ce qu'on appelle de la remédiation, c'est-à-dire qu'il va falloir reconstruire le réseau d'information. Ça va être la priorité parce que là, c'est des enjeux de perte d'exploitation. Nous, on est dans une autre priorité. La priorité, pour nous, c'est la conservation des traces et des indices, de manière à pouvoir caractériser l'infraction et d'obtenir des éléments pour identifier les auteurs de ces infractions. Voilà, là on parle du volet entreprise. On a aussi aujourd'hui de plus en plus d'implications dans la société civile. En discutant tout à l'heure, on a évoqué tout ce qui est le cyberharcèlement. Ça touche pas mal les jeunes d'ailleurs, hein. On est beaucoup là-dessus. Vous avez peut-être eu des cas autour de vous dans les lycées au cours des études, des jeunes qui vont se retrouver la cible de plein de jeunes qui vont venir les harceler sur les réseaux, dévoiler. Donc là-dessus aussi, vous avez un rôle très important. Oui, alors on utilise, hein, comme je l'ai dit, la plateforme Pharos, hein, qui est pour nous un outil extrêmement important, mais on fait également de la veille, hein, sur Internet pour essayer de détecter. Et dès lors qu'on a des signalements qui nous arrivent, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir procéder à des investigations. Là encore, hein, par expérience, par rapport à la crise sanitaire, beaucoup de jeunes ont été visés par des campagnes, soit des approches, hein, pour de la pédopornographie, où des pédos sont allés au contact de la jeune clientèle parce que les cours étaient à distance. Donc c'était une possibilité pour eux de rentrer en contact et d'avoir plus de possibilités pour rentrer en contact avec eux. Et puis on a aussi toutes les campagnes de harcèlement, ce qui est pour nous un véritable enjeu. Vous savez que le numérique va très vite et parfois il faut pouvoir agir vite. C'est pour ça qu'on laisse de côté parfois l'investigation et qu'on va privilégier une mesure administrative pour obtenir le retrait de ces contenus de manière à cesser cette infraction. Et après, c'est pas grave, on travaillera, mais la priorité, c'est de préserver les gens. Et puis, vous savez que aujourd'hui, vous êtes d'une génération où tout le monde utilise des réseaux sociaux. Ce n'est pas ma génération à moi. C'est un nouveau phénomène qu'il a fallu qu'on prenne en compte. Les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. On a développé beaucoup de partenariats avec les grandes plateformes, hein, justement pour échanger les attentes des uns et des autres et pour pouvoir répondre, notamment lorsqu'il y a des gens qui sont victimes sur les réseaux sociaux avec des campagnes de haine qui sont extrêmement importantes. On a également un phénomène qui s'appelle le sextorsion, hein, où vous recevez abondamment des mails où on vous explique que vous allez voir des sites un peu pour adultes et on vous a filmé à votre insu parce qu'on a pris à distance votre caméra. Et puis on vous dit que si vous ne voulez pas qu'on diffuse ces contenus qui ont été captés à votre insu, parce qu'on a la liste également de vos contacts, eh bien, il faut payer une rançon. Ça aussi, ça s'appelle des campagnes qui sont souvent d'ailleurs totalement infondées. On est plutôt sur de l'escroquerie. Et puis on a aussi, et c'est plus dur, ce sont les gens, ce qu'on appelle les brouteurs, qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont attaquer des jeunes et qui vont leur demander de se mettre nus devant la caméra. Ils vont capter l'image et puis ils vont menacer de la diffuser avec parfois, en tout cas pour les victimes, des fins tragiques. On le voit, alors puisqu'on est sur le sujet, on peut l'évoquer maintenant. Une des difficultés quand même de la cybercriminalité, c'est que c'est vraiment international et que des fois on ne s'affronte pas, on n'est pas confronté à des délinquants qui sont en France, mais qui sont dans un pays qu'on ne connaît même pas, qui viennent de loin. Donc ça, c'est quand même une des difficultés importantes du métier. Alors par essence, évidemment, la cybercriminalité n'a pas de frontières. Par essence, elle est internationale au même titre qu'Internet. Et puis, tout l'intérêt des pirates, c'est de se mettre à l'abri du pays qu'ils vont attaquer pour éviter d'être interpellés. Donc, alors on ne va pas stigmatiser, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'attaques qui viennent plutôt de l'Est du monde, sur lesquelles on a un vrai vivier, hein, de pirates. Donc là, il va falloir qu'on puisse s'adapter. Tout l'intérêt de développer de la coopération internationale avec Europol, avec Interpol, en ce qui concerne la police nationale, mais aussi de développer une coopération bilatérale de manière à pouvoir après amener la conduite de nos investigations dans le pays cible en matière cyber. Mais l'international, par essence, est extrêmement présente dans le métier qui est le nôtre de lutter contre la cybercriminalité.
Alors on le voit dans cette recherche de talents et de profils dont vous avez besoin en permanence, des ingénieurs. C'est pour ça aussi que vous venez à la rencontre du public, des jeunes, de leurs parents, pour leur expliquer un petit peu ces métiers. On a pas mal parlé de la cyber ce matin avec le SIEA. Et du coup, vous, c'est important d'expliquer, d'avoir des passerelles avec le grand public. On peut peut-être avoir un mot sur le campus qui est en train de se monter à la Défense, où il y aura vraiment un gros pôle cyber qui va rassembler des entreprises, des écoles, certainement des unités de chez vous. Parlez-nous un petit peu de ce campus. Ah oui, alors donc le campus devrait être ouvert officiellement prochainement. Donc c'est un endroit où on va, là aussi, regrouper l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la dimension cyber, de manière à pouvoir échanger nos expériences. Quelles sont les contraintes des uns, quelles sont les contraintes des autres. Par exemple, lorsqu'on a une entreprise qui intervient, l'entreprise souvent demande à la société qui vient réparer son système d'information, moi je vais payer la rançon, comme ça je vais récupérer mon système d'information. Évidemment, nous, ce n'est pas tout à fait notre logique. Donc il va falloir qu'on puisse échanger en disant quelles sont les contraintes des uns et les contraintes des autres. Parce que si vous payez la rançon, finalement la France va être de plus en plus touchée, parce que vous allez financer un écosystème criminel, et par conséquent, les pirates, ils vont dire la France paye, donc la France, on va continuer à l'attaquer. Donc ce lieu d'échange, ce lieu de rencontre, ce lieu de mélange avec différentes branches est extrêmement important pour comprendre les inconvénients, les avantages, les attentes des uns et des autres, et de manière à progresser tous ensemble dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Alors justement, parmi ces évolutions, on avait le cas des hackers un peu indépendants avant. Il y a 10 ans, le hacker, il était un peu dans son garage et puis il essayait comme ça. Là, au fil des années, on le voit avec des pays, on peut peut-être parler des fois de la Russie ou autre, mais en tout cas, on sent que les équipes se professionnalisent. On a même de la sous-traitance maintenant dans le hacking, avec des gens qui vont avoir une vision stratégique sur un pays, qui vont l'attaquer de telle façon, et puis qui vont sous-traiter tout un tas d'opérations physiques. Donc, le hacking monte en puissance et du coup, vous, ça vous impose aussi de monter d'un cran et à chaque fois de se muscler pour avoir la réponse adéquate à ces attaques. Oui, il faut suivre les évolutions du monde de la cyber, ce qui est pour nous un véritable enjeu, parce que le travail de l'enquête est déjà long, mais en plus, lorsque l'environnement ne cesse d'évoluer, il remet en cause parfois nos techniques d'investigation et il faut à la fois les poursuivre et les adapter pour pouvoir répondre aux phénomènes qui se présentent à nous. Juste à titre de rappel, la première attaque, elle se faisait par disquette. Alors c'est déjà ancien, mais aujourd'hui, on va avoir une volonté en tout cas d'ingénierie sur les entreprises qu'on va cibler, de manière à ce que les hackers puissent établir une rançon en fonction des capacités financières de l'entreprise qu'elle va viser. Et donc, on se spécialise, on développe des outils extrêmement forts. Il y a des entreprises qui ont développé des systèmes de protection. Les hackers de très haut niveau vont essayer d'y parvenir et de pouvoir obtenir des rançons très importantes. Et puis, ils vont aussi proposer leurs services, principalement sur le dark web, en expliquant que on vous donne une boîte à outils pour pouvoir la attaquer. Alors à un niveau moindre, mais avec un minimum de connaissances informatiques, vous pouvez attaquer des entreprises. Certaines entreprises françaises, de petites entreprises ou moyennes entreprises, n'ont pas de système de protection très, très perfectionné, et ça permet avec ces outils qui sont proposés, ce qu'on appelle le ransomware as a service sur la toile, de pouvoir aller attaquer ces entreprises sans avoir une connaissance très forte en informatique. Le kit du hacker, quoi. Tout à fait. Voilà. On peut parler quand même des hackers bienveillants et ça va nous permettre d'évoquer aussi votre lien avec les jeunes qui nous regardent là, qui viennent des écoles d'ingénieurs. Donc il y a aussi des hackers bienveillants, des hackers qui vont être des fois en freelance, qu'on va payer pour détecter des failles, mais en amont. Et puis après, on les paye au résultat, c'est-à-dire que celui qui arrive à trouver une faille dans le système, il a la récompense. Donc ça, c'est une partie quand même très positive, on va dire, du hacking. Alors oui, il va chercher à hacker, on ne va pas le présenter comme un hacker, parce que autrement il va avoir une dimension un peu pénale de l'individu. L'objectif, c'est qu'effectivement, on va challenger un peu les informaticiens de haut niveau, notamment au niveau des entreprises, pour voir si le système d'information est résistant et qu'il va être capable de pouvoir répondre à des attaques informatiques de tout genre. Et ça concerne tout le monde. Vous savez, au niveau de l'administration, on a aussi de véritables enjeux. La police nationale est en soi très numérisée aujourd'hui parce qu'on va développer des outils, la plainte en ligne demain, des procédures qui sont transmises uniquement par Internet. Et il faut que notre système d'information soit extrêmement efficace, bien protégé de manière à éviter toute attaque. La plateforme Pharos se fait attaquer toutes les semaines. Voilà, donc si on n'est pas bien protégé, on ne pourra pas proposer le service à nos concitoyens.
Alors justement, pour faire venir et attirer à vous les jeunes talents qui nous regardent, qui font les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, quels sont les modes de collaboration que vous avez au sein des unités avec soit des boîtes privées, soit des jeunes? Comment vous structurez ça et quel type de profil vous souhaitez intégrer? Alors, si on veut intégrer directement les gens dans nos équipes d'enquête, on va utiliser principalement des contrats, hein, donc on va être sur du contractuel. Alors, le marché est quand même très concurrentiel en la matière, on le sait. Ce n'est pas sur le montant des rémunérations qu'on va s'aligner sur le monde de l'entreprise. En revanche, nous, ce qu'on offre, c'est un véritable enjeu d'intérêt général et de pouvoir travailler, de participer directement à des enquêtes, participer à un travail de police judiciaire qui, encore aujourd'hui, fait quand même rêver bon nombre d'ingénieurs. Et lorsqu'on les recrute, en tout cas, ils sont totalement intégrés dans les groupes d'enquête. Et je peux vous dire en tout cas, et je vais me faire leur porte-parole, ils sont plutôt très contents de cette méthode de travail pour pouvoir nous assister, nous accompagner. Ils ont l'impression aussi de participer pleinement à cette mission qui est la nôtre. Il y a une satisfaction, vous évoquez ça, c'est une satisfaction énorme. Quand on résout une enquête compliquée, quand on arrive à démanteler un réseau, il y a une satisfaction vraiment très forte, partagée, collective, qui doit faire énormément plaisir et qui vaut une rémunération plus importante, quoi, je veux dire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Lorsqu'on interpelle, c'est notre cœur de métier. Moi, je suis rentré dans la police pour faire de l'enquête. Lorsqu'on aboutit, lorsqu'on identifie des auteurs et qu'on est capable de les traduire devant la justice, pour nous, le travail, il est fait. C'est-à-dire qu'on peut aller contacter la victime en disant, voilà, vous avez déposé plainte, nous avons travaillé, nous avons identifié l'individu qui vous a attaqué et il sera jugé par la justice. Alors, ça ne réparera pas tous les préjudices, mais je peux vous dire que dans tous les domaines, que ce soit celui-ci ou dans d'autres domaines de la police judiciaire, pouvoir recontacter la victime pour lui dire, la police a fait son travail, c'est toujours une grande source de satisfaction. Excellent. Alors, on en a parlé ce matin. La police est en train de se numériser. Il va y avoir un déploiement de smartphones, de tablettes. Il va y avoir des dépôts de plaintes en ligne qui sont importants. Donc, on le voit à l'échelle d'une grande maison comme la police nationale. Ce sont des gros enjeux. J'imagine que vous avez travaillé, vous, en amont. Aujourd'hui, votre secteur, votre service, on va dire, doit se développer de façon très, très grande, très importante chaque année, j'imagine. Alors, il y a des vrais enjeux. Il y a des enjeux d'équipement, hein, parce que évidemment, on ne peut pas travailler avec des ordinateurs du grand public. Il faut qu'on s'équipe. Vous comprendrez aisément que lorsqu'on fait des investigations, on a énormément de données. Aujourd'hui, un téléphone peut supporter 1 téraoctet de données. Donc, quand vous multipliez le nombre de saisies de téléphone, et donc il faut absolument qu'on puisse développer effectivement des outils extrêmement performants pour répondre à la mission qui est la nôtre. Excellent. Alors, quand on veut s'informer sur la cybercriminalité ou la cybersécurité, parce que c'est vrai que c'est des domaines, on est touché, mais il y a encore beaucoup d'inconnus autour de ce monde-là. Quelles sont les sources d'informations qu'on peut avoir dans le grand public, dans les jeunes qui veulent se renseigner? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des adresses particulières, des sites particuliers sur lesquels on peut avoir un petit peu d'informations sur les bons comportements, sur, quand vous évoquiez tout à l'heure, un peu ces campagnes de phishing, ces campagnes d'extorsion qu'on peut avoir régulièrement? Où c'est qu'on peut se renseigner sur le web? Alors, on peut se renseigner sur toute demande sur la direction générale de la police nationale, hein, parce que si on veut passer le concours, il y aura forcément alors qui reste quand même très axé juridique, hein, au jour d'aujourd'hui en tout cas. En revanche, il y a sur Internet des possibilités sur les ingénieurs en police scientifique, des techniciens en police scientifique en fonction de son niveau scolaire. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes dans le privé et que vous voulez venir travailler avec nous, il y a aussi la candidature spontanée, hein. Vous pouvez envoyer un mail directement à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. On a une adresse qui est facilement trouvable sur Internet et vous nous envoyez votre CV. Et nous, ce qu'on cherche, ça va être... Aujourd'hui, par exemple, on a besoin de profils sur la crypto-monnaie. C'est un véritable enjeu pour nous. Aujourd'hui, on ne paye plus avec des valises de billets, hein. On paye en crypto-monnaie, ce qui est quand même un autre enjeu pour nous. Quand on était policier, le moment de la remise de la rançon, c'était un moment important. On allait quand même avoir des individus qui faisaient partie de l'association de malfaiteurs. Et puis aujourd'hui, tout se fait sur la blockchain. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il nous faut des spécialistes. Si les gens sont passionnés par la crypto-monnaie, ce sont des profils qui nous intéressent, sur lesquels on peut contractualiser. Ça peut être aussi, on a besoin d'analystes, on a besoin de web designers, tous les métiers de l'informatique nous intéressent peu ou prou. Alors soit pour ma sous-direction, soit pour d'autres sous-directions de la police judiciaire elle-même ou les autres directions de la police nationale. Le monde de l'informatique est extrêmement recherché sur l'ensemble des branches de la police nationale.
Bien, et c'est une équipe qui représente là aujourd'hui, on a parlé des 140 000 policiers ce matin, les membres de la police nationale. Les services de cyber aujourd'hui, c'est quelle échelle? C'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, sans être trop précis, mais c'est... Tout dépend. On va expliquer qu'à peu près sur une sensibilité cyber, on est à peu près sur 6 000 enquêteurs au niveau de la police nationale. Après, évidemment, on ne peut pas dire on a formé 6 000. Tout le monde ne va pas pouvoir travailler sur le haut du spectre de la criminalité cyber en ayant une formation. En revanche, on a 27 modules de formation. Donc, on forme nos gens au niveau de la police nationale. C'est-à-dire qu'on peut intégrer la police nationale sans avoir de connaissances particulières en informatique. Mais il y a toute une partie, 27 formations qui sont offertes de manière à monter en compétences et qui sont, en fin de compte, offertes aux fonctionnaires. Et puis, l'avantage de la police judiciaire, c'est qu'elle a un fort maillage territorial, donc elle recouvre l'ensemble du territoire national. Et lorsqu'une entreprise est attaquée en Lozère, lorsqu'elle est attaquée au Pays Basque, on peut envoyer rapidement des gens qui sont spécialisés et qu'on va pouvoir projeter rapidement pour rentrer en contact directement avec la victime. Excellent. On le voit, on aura des fonctionnalités, le numérique s'implantant comme ça dans la police nationale, on aura des nouvelles fonctionnalités qui vont être importantes parce que le dépôt de plainte en ligne, à mon avis, c'est quelque chose qui va vraiment changer aussi, qui va changer la donne. C'est des services qui sont socialement utiles, on va dire, et c'est des steps assez importants quand même pour la police. Aujourd'hui, ça va libérer aussi un peu de travail dans les commissariats, j'imagine. Du coup, c'est une étape importante, mine de rien. Alors, la police nationale devrait mettre en place rapidement une nouvelle plateforme, à côté de la plateforme Pharos, qui a vocation à récupérer ce qu'on appelle les e-escroqueries. Donc, sur un nombre de modes opératoires qui doivent être au nombre de 13, si je me souviens bien. 13 modes opératoires de e-escroquerie. Et l'objectif, ce sont des escroqueries qui sont généralement commises individuellement avec un préjudice assez faible, mais qui, sur l'ensemble de l'attaque, évidemment, est extrêmement rentable pour les escrocs. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir porter plainte directement, mais pas une pré-plainte, une vraie plainte en ligne, avec une signature numérique. Et ça, c'est un projet qui devrait aboutir très prochainement. Excellent. Donc, on le voit, un métier en pleine transformation dans lequel il faut vraiment être très, très, très agile, j'imagine, au quotidien. Ça, c'est... Oui, parce que la cyber, ça avance très vite et vous avez vu, vous, l'évolution. Depuis combien de temps vous êtes en charge? Je ne sais pas, comme ça, juste, vous avez commencé dans la cyber, vous, il y a 3, 4 ans, 5 ans 3 ans. 3 ans. Et vous devez le constater, donc c'est vraiment un univers qui change presque tous les 6 mois. Il y a encore des choses très nouvelles. Donc Alors, il y a là, comme je l'ai dit, il y a Internet qui évolue très rapidement. Il y a les réseaux sociaux. On va avoir des nouvelles applications en matière d'anonymisation, en termes de chiffrement. On attend le quantique, qui va être aussi un véritable palier pour nous. Comme je le disais aussi, l'équipement des villes, des voitures. Aujourd'hui, pour rentrer dans une voiture connectée, c'est plus compliqué que lorsqu'on avait une voiture qu'on arrivait à crocheter pour les services de police. Donc c'est plus compliqué aussi. Une maison connectée, vous allez avoir du mal à rentrer si vous voulez récupérer. Donc il faut qu'on réfléchisse. Et puis le droit va moins vite que l'informatique. Que la techno, bien sûr. Donc il faut après porter des projets de loi, il faut faire évoluer la législation de manière à ce que nos interventions respectent évidemment le corpus législatif qui s'impose à nous dans la conduite de nos investigations. Bien, donc on le voit, un métier plein d'avenir dans lequel il y a besoin de talent. Les jeunes, bien sûr, peuvent venir sur le stand vous rejoindre après. Il y a une petite démo sur la cyber, il y a un pôle cyber là sur le stand aujourd'hui. Alors, il faudrait que je vois, je ne pense pas, mais en tout cas, moi, je peux aller sur le stand et répondre à toutes les questions qui me seront posées. Ça mérite parce que voilà, c'est un métier plein d'avenir. Il y a une vraie mission derrière, il y a des vrais enjeux, on l'a compris. Et puis, c'est un métier passionnant, vous l'avez évoqué tout au long de cette présentation, qui lie les enquêtes, qui lie le travail de terrain, la proximité avec les gens, la technologie. Donc, on est sur un univers qui est très complet dans lequel on a moyen de s'épanouir. Oui, et puis il y a des enjeux sociétaux colossaux, il ne faut pas non plus l'oublier, parce qu'aujourd'hui Internet, et ce n'est pas en 2022 où vont s'ouvrir des échéances électorales extrêmement importantes, on sait aussi quel est l'enjeu de l'Internet en cette période toute particulière. Tout à fait. On vous souhaite alors bonne chance avec vos équipes et merci pour le travail que vous faites. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et assisté à cette présentation. On se retrouve dans une petite demi-heure. Je vous l'ai indiqué tout au long de la journée. On aura le plaisir d'accueillir le cofondateur d'Erasmus. Donc soyez là tout à l'heure à 16 h, ça sera vraiment passionnant. Et merci Nicolas de nous avoir ouvert les coulisses de la cybercriminalité. On vous rejoint sur le stand. Merci à vous. Merci à tout à l'heure.
Bye.